Ce que nous avons prévu, c'est de vous faire une très courte présentation un petit peu dans quel esprit ce film a été réalisé par Mariam Film, qui est notre partenaire sur cette opération, et bien évidemment par l'équipe du CESAD, Arlette Favé, dirigée par Frédéric Mam. Et ensuite, on va voir le film, qui, si je ne m'abuse, doit faire 23-24 minutes. Et puis ensuite, on vous proposera de débattre autour du film, tant dans sa forme que sur les questions qu'il aborde. Ce que je peux vous dire, donc, et Frédéric, vous n'hésitez pas, hein, vous intervenez, vous m'interrompez et vous complétez surtout. Donc, ce CESAD a été ouvert en 2002 donc c'est un CESAD aujourd'hui qui accueille 40 enfants, adolescents avec autisme, avec plusieurs particularités. La première, et c'est pas hiérarchique du tout, hein, c'est qu'il y a un travail, j'allais dire historique dans le département de l'Essonne, avec un certain nombre d'ULIS autisme, puisque dans les ULIS autisme, dans 6 ULIS autisme, en tout cas maintenant sur 10 que compte le département, il y a des éducateurs spécialisés à temps plein, un temps éducatif à temps plein, et ces éducateurs sont depuis l'an 2000 des salariés des PEP 91. Et depuis 2010, ils ont intégré ce CESAD. Donc, schématiquement, un éducateur a un demi-service dans un travail de CESAD, comme vous le connaissez tous, et un demi-service comme éducateur de l'IS. L'autre particularité dans ce qui nous occupe autour de la pleine participation, c'est que dès le début janvier 2005, après, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 18 mois de travail avec l'équipe de l'époque, la présence des familles et des usagers au sein des réunions d'élaboration et de suivi du projet individualisé, on appelle des RESPI, vous aurez noté le jeu de mots, donc a été lancé. Donc on a un recul de quasiment 15-16 ans sur un travail qui s'est poursuivi. Et donc on a eu l'idée, avec Frédéric Mam, de tenter de présenter quelque chose autour de ce travail qui se fait, et en l'élargissant aussi, parce que la pleine participation, bien sûr, ce n'est pas que la participation à une réunion 1 ou 2 fois par an, mais la participation tout au long de la mise en œuvre du projet d'accompagnement de l'usager. Frédéric, je vous en prie, allez-y, complétez le propos, hein, n'hésitez pas. Ah, on ne vous entend pas, le micro est coupé. Avec le micro, c'est mieux. Je viens d'avoir Emmanuel Dominici, là, de Marianne Film, qui nous rejoint dans 5 petites minutes. Parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Frédéric, sur le contexte de ce film ? Qui s'est déroulé en temps Covid, on va dire ça. Oui. On a fait beaucoup de visio, enfin on a fait peu de rencontres avec les familles et les parents en présentiel, qu'on a organisé beaucoup de réunions par visio, et que la vidéo, c'était un prolongement presque naturel des réunions qu'on avait pu faire. Voilà. Ça nous a aussi permis de rencontrer physiquement les parents pour faire les tournages, ce qui n'était pas inintéressant. Et puis je rajoutais un petit clin d'œil à votre égard, c'est pas simple puisque vous avez pris vos fonctions le 1er septembre dernier et que voilà, vous avez toujours quasiment managé cette équipe, j'allais dire, en distanciel et sur Zoom. Donc voilà, on est en plein dans ce qui est, j'allais dire, laïquement votre pain quotidien, si j'ose dire. C'est ça. C'est ça. Je vois Emmanuel là qui vient d'arriver. Emmanuel, on était en train de faire un premier Jet, planter vous le pouvez le dire, il n'y a décor, pas on de va souci. dire, sur le tournage et la façon dont les vidéos ont pu être prises et tournées sur les CESAD. Oui, bonjour. Bonjour. On a juste planté comme ça, ce qu'on s'est dit juste avant votre arrivée, c'est qu'on faisait une très courte présentation du contexte du film, hein, qu'on passait ensuite à la présentation du film lui-même, et puis qu'on allait prendre un temps de débat plus ou moins long en fonction des questions des collègues qui, j'espère, j'en suis sûr, seront intéressantes et nombreuses. On peut peut-être se proposer, Frédéric, de lancer le film ?
Loïc a 11 ans et demi, un petit garçon gentil, câlin, peut-être pas de type d'ailleurs dans le genre d'enfant autiste. Donc c'est un enfant très attachant qui a attendu pas mal d'années avant de pouvoir entrer pris en charge par le CESAD. C'est un enfant qui est très autonome en fait à la maison. Il n'a pas besoin d'images pour faire tout ce qu'il a à faire à la maison. Quelqu'un qui ne connaît pas, à part le fait qu'il parle peu, aurait du mal à imaginer les difficultés qu'il a. Je suis la maman d'un petit garçon de 7 ans. Il s'appelle Mohamed. On le surnomme Yassine. Voilà. Il est suivi par le CESAD depuis maintenant presque 2 ans, suite à une orientation de la MDPH. Voilà. Il a été diagnostiqué avec un autisme et déficience intellectuelle. Il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps en train d'explorer. Il est attiré par tout et voilà, les objets, la lumière, les sons, la nature, voilà, tout peut l'attirer. Donc la scolarisation, elle est un petit peu compliquée. Je suis la maman de Clémence qui va avoir 21 ans au mois d'avril et qui est au CESAD depuis 2006, donc ça va faire 15 ans de CESAD. Et elle a commencé quand elle était en maternelle, puis ensuite elle est allée en CLIS et en ULIS où elle a toujours été suivie par le CESAD. Et là, elle a arrêté de sa scolarisation en 2016 parce qu'elle avait 16 ans, mais elle a toujours été prise en charge avec le CESAD depuis cette date-là. Je suis le papa de Constance. Et... Donc, moi, je suis Madame Burlier, la maman de Constance. Et ça fait combien de temps que Constance est accompagnée au CESAD? Attendez que je réfléchisse. Alors, Constance, à 16 ans et demi, ça doit faire 10 ans. Je suis le papa d'un enfant qui s'appelle Jibril Boudriwa, qui a aujourd'hui 9 ans. Qui est suivi par le CESAD depuis environ 5 ans, en dehors des quelques incidents qu'il peut y avoir. C'est vraiment un garçon qui est adorable, qui est très volontaire, qui ne verbalise pas, mais qui comprend tout ce qu'on lui dit. C'est un enfant qui est scolarisé à l'ULIS de Morsang-sur-Orge, donc c'est au sein d'un établissement scolaire normal, donc c'est l'éducation nationale. Donc il est rentré, c'est sa 3e année actuellement, où il est aux ULIS. Et donc, dès le départ, comme il était déjà suivi par le CESAD en maternelle, donc ça a été la continuité du suivi de maternelle. Loïc est scolarisé depuis ses 3 ans, donc il était en crèche collective jusqu'à l'âge de 3 ans, au moment où on a découvert et diagnostiqué son autisme. Et il est rentré à l'école donc en petite section de maternelle, et c'est à ce moment-là effectivement que ça a été découvert, et ça a été extrêmement difficile au départ. Il a été un peu rejeté par le milieu scolaire au tout début, en particulier par l'académie. Ça a été très difficile. Il n'avait que deux demi-journées au début par semaine à l'école, et très grosse difficulté pour avoir une AVS. Il a fallu je ne sais plus combien de mois pour avoir une AVS. Et puis petit à petit, les choses se sont améliorées. On a eu la chance d'être dans une école où les gens étaient extraordinaires. Et pour eux, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient confrontés à un enfant avec un profil comme ça. Et il a fallu qu'ils s'adaptent, il a fallu qu'ils comprennent, il a fallu apprendre aux autres enfants. Et petit à petit, Loïc a trouvé sa place, ils l'ont accueilli, ils ont élargi. La présence d'AVS a permis d'augmenter le temps scolaire petit à petit. Donc, il est monté jusqu'au temps, quasi un temps complet. Et grâce à ça, donc, ça lui a permis de se socialiser, d'avoir un contact à la fois de l'apprentissage et du contact scolaire et du contact social avec les autres enfants. Il est scolarisé à raison de 2 fois par semaine en surmaintien aux Acacias, à l'école maternelle, de 9h30 à 10h50. Voilà, et il a une accompagnatrice à l'école. Et bon, il ne reste pas trop longtemps à l'école, on va dire. D'accord. Voilà. C'est un petit peu compliqué. Il explore tous les bureaux, le matériel. C'est pour ça quand ils ont on va dire, quand ils ramènent, enfin, je ne sais pas moi, par exemple, le clown à l'école, ils évitent d'y aller, quoi. C'est-à-dire quand ils ont, par exemple, des événements à l'école, ils n'y participent pas par rapport à son comportement.
C'est l'école qui vous demande ça? Oui. Demain, il va y avoir ceci, donc ne le ramenez pas. Mais bon. Ben, c'est comme ça. Parce que sinon, il va faire ce qu'il fait là. Voilà. Ouais. Et l'APS, elle ne s'en sort pas parce que bon, elle n'est pas formée pour. Donc, finalement, même avec son ABS, il n'y va pas. Il bénéficie comme prise en charge d'un accompagnement avec, à raison de 4 heures par semaine. Il a une séance avec l'éducatrice et la psychomotricienne le lundi. Une autre séance, un accompagnement avec la psychologue à domicile et 2 heures d'accompagnement avec l'enseignante du CESAD. Il avait un accompagnement avec l'orthophoniste. Oui. Ça s'est arrêté en décembre. Pourquoi? Parce qu'elle est partie à la campagne. Et du coup, il n'y a plus d'accompagnement. Et c'est difficile de trouver une autre orthophoniste. Constance était autiste. On a cru bêtement que toutes les portes allaient s'ouvrir, qu'il y aurait des établissements, parce que maintenant, les langues se délient, il y a des méthodes, on parle de tout, il n'y a plus de psychanalyse, on s'intéresse. Donc, on s'est dit qu'en France, il y a des établissements qui sont vraiment au top. Parce que c'est vieux, nous, hein, à la 16 ans et demi, et vous recevez dans votre boîte aux lettres une notification de la MDPH avec des listes d'établissements. Donc, à l'époque, on n'était pas au CESAD, hein, c'était un autre CESAD, mais elle n'était pas autiste, elle marchait pas, donc elle était dans un autre service polyhandicapé. Donc, on croit qu'on appelle ces établissements en pensant qu'il y aura une place de réservée, comme une école, quoi. Et puis là, on apprend vite une descente aux enfers, que c'est des listes d'attente. Quand on est parent d'enfants autistes, on se pose tout le temps des questions et on angoisse énormément en fait pour l'avenir de l'enfant parce qu'il y a les problèmes du jour et puis on se projette sur les années qui suivent et en fait, comment faire de cet enfant qu'on aime un adulte qui aura une autonomie et qui pourra s'insérer dans la société. Donc c'est le problème de fond. Et je pense que tout ce qui déjà, à travers le CESAD, peut permettre de nous aider à la fois à comprendre, à se projeter et à construire les pistes pour l'enfant, parce que chaque enfant est différent, ils sont tous différents, et donc il faut les aider tous de façon différente et trouver le meilleur chemin pour en faire un adulte. Donc là je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très intéressant à faire dans l'interaction avec les parents. Dans le travail avec les familles, il y a les entretiens ESP, donc entretien de suivi de projet. Donc, il y a des entretiens qui ont lieu avant chaque réunion clinique que l'on organise une fois par an au CESAD. On recueille les attentes de la famille, leur avis sur le travail qui a été effectué par l'équipe au cours de l'année passée. Il y a aussi des entretiens de suivi de projet qui peuvent être réalisés tout au long de l'année pour des demandes spécifiques de la part de la famille, de réévaluer des accompagnements. Il y a aussi des formes d'ESP après la RESPI pour remettre les projets et les bilans aux familles. Et c'est très intéressant, les échanges qu'on a à ce moment-là, parce qu'on a le temps de se poser et d'interagir et d'expliquer des choses qui se passent, les questionnements, les choses qui peuvent revenir vers le CESAD, qui peuvent revenir vers les autres professionnels aussi à travers les personnes qui viennent à la maison. Pour tout ce qui est réunion, ESS, RESPI, etc., s'organiser à intervalles réguliers, ça détermine le programme de l'enfant pour l'année. Ça détermine son programme, ça détermine la direction dans laquelle on veut aller. Donc ça se fait en réunion avec tous les intervenants et ça se fait également en individuel. Avant la rentrée scolaire, généralement. Les RESPI, ce sont les réunions d'élaboration et de suivi du projet individuel. Donc, ce sont des temps d'échange qui ont lieu une fois par an, en présence des parents, de l'enfant dans la mesure du possible, et de l'ensemble des partenaires qui interviennent auprès de l'enfant. Donc, l'objectif, c'est vraiment que chaque professionnel du CESAD puisse faire un retour de son accompagnement de l'année passée, donc un bilan oral devant la famille. Et je trouve la qualité au CESAD, c'est que les professionnels s'adressent vraiment aussi à l'enfant pour faire un retour du comportement qu'il a pu avoir, de son évolution pendant l'année passée. Et il y a la place aussi pour les différents partenaires, donc des partenaires qu'on invite avec l'accord des familles, et ce qui permet d'avoir une vision globale de l'accompagnement de l'enfant et de se coordonner dans l'approche qu'on peut avoir auprès de l'enfant. Alors, c'est impressionnant quand on arrive parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous regarde. Mais on est face à des gens qui connaissent bien votre enfant. Donc, c'est vrai, même
Si on a, après chaque séance, un petit récapitulatif de comment s'est passée la séance, ça permet quand même d'une manière globale de voir comment l'enfant est ressenti au travers des groupes, ses relations avec les autres enfants du groupe. Dans chaque type de prise en charge, voir comment elle se comporte, si c'est la même manière, selon que ce soit de la psychomotricité, que ce soit du poney, que ce soit des groupes de psychomotricité fine, des groupes de musique, tout ça est extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que au départ, c'est un peu impressionnant une respi, c'est vrai. D'accord, pourquoi? Il y a beaucoup de monde, il faut quand même parler devant beaucoup de monde. Et puis, ce qui touche à votre enfant, c'est quelque chose d'intime. On a envie que ce soit au mieux pour elle, mais c'est vrai que c'est quand même un peu particulier. Donc, ça fait des grandes tables. Voilà. Mais c'est bien parce que bon, tout le monde peut donner son avis. C'est vrai que ça fait beaucoup de personnes présentes lors de ces respis. Donc, pour la première respi au CESAD, assez récemment, on a fait le choix de ne pas inviter les partenaires pour cette première rencontre pour créer un lien de confiance avec la famille qu'on vient juste de rencontrer. Et c'est vrai, quand il y a l'ensemble des professionnels pour les respis plus ordinaires, on essaie d'être vigilant quand même à la prise de parole de chacun et aussi à la prise de parole de la famille, qu'elle puisse s'exprimer le plus librement possible. Je pense qu'il faut tout dire, on n'a jamais rien caché, donc des fois ça ne plaît pas, hein. Mais bon, on le dit quand même, mais au moins on sait à quoi nos objectifs. Il faut mieux dire ce qu'on ressent, ce qu'on veut, que de tourner autour du pot et puis de passer à quelque chose ou de faire semblant, parce que s'il n'y a pas, je veux dire, d'échange réel, il n'y a pas de cohésion et ça ne peut pas marcher. On tient bien compte de la parole des parents, de ce qu'ils souhaitent. On nous demande toujours comment vous voulez faire évoluer la prise en charge, est-ce qu'elle vous convient, est-ce que vous voulez qu'on fasse autre chose, qu'est-ce que vous recherchez exactement, est-ce que vous voulez qu'il soit plus orienté vers des groupes ou plus vers de l'individuel, on nous écoute énormément. Il y a un échange et puis on se rejoint. On arrive toujours à trouver un accord, oui. Oui, et puis on se rejoint sur beaucoup de choses, hein, Oui. de toute façon. Et puis on n'est pas buté, on écoute aussi. C'est de dire ce qu'on pense. C'est pas, faut pas écouter. On n'est pas le bon Dieu tout puissant. Je veux dire, on échange et puis on retient aussi des professionnels parce qu'on n'a pas la même vision non plus. Ça nous fait progresser. Ce qui est très important aussi, c'est la présence du CESAD aux ESS à l'école. Et ça, c'est vraiment très important, que votre présence à vous en particulier, qui avait la synthèse normalement de la vision de tous les aspects des professionnels du CESAD et qui l'amène à l'intérieur de l'école pour donner un éclairage. Et en particulier, la dernière fois, quand nous avons parlé de l'orientation justement de Loïc entre le CM2 et le secondaire, les questions qui se posaient, vous amenez une information très intéressante dans la manière de préparer le dossier à la fois au niveau scolaire et au niveau NDPH, pour cette transition qui est extrêmement importante. En fait, les choix là sont stratégiques. L'ESS, c'est quand même plus au niveau, quand même si c'est pas du scolaire, c'est pas le même domaine. Moi, je fais la distinction entre les deux. Il y a le professeur, il y a la référente scolaire, il y a aussi le CESAD d'où vous venez. Ils ne voient pas autant d'une façon intime la vie de la famille et de la vie du jeune qu'à l'école. C'est pas pareil. Il n'y a pas la même intimité quand même. Même si le professeur, nous, à l'ULIS, c'est très humain, mais il ne rentre pas dans... les intervenants viennent à la maison, c'est pas pareil. Je veux dire, il n'y a pas la même intimité, la même proximité des personnes. Pour moi, le CESAD est assez complémentaire de ce que peut proposer l'ULIS. C'est-à-dire que l'ULIS sans le CESAD, je ne sais pas si ça fonctionnerait bien. D'autant plus que le CESAD apporte une certaine soupape de décompression à l'ULIS, parce qu'ils sont quand même, je crois qu'ils sont 2 intervenants pour 5 ou 6 élèves. Et quand ce sont des élèves, quand on a affaire à des élèves autistes, avec tout ce que ça génère de bruit, de cris, de difficultés, je pense que le CESAD est vraiment une vraie soupape de décompression. Et donc l'apport de l'enseignant du CESAD à l'école est très important pour aider et pour faire ce petit plus qui va faire que la maîtresse va pouvoir adapter à Loïc ce qu'elle lui apprend et l'AVS aussi, qui n'est pas toujours, malheureusement, on n'a pas la formation. Et donc, c'est très important d'amener dans l'école, en fait, ces méthodes pour que l'enfant puisse apprendre d'une meilleure manière, en fait. Dans le fonctionnement du CESAD au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on pourrait améliorer dans le travail auprès de vous et auprès des autres familles ?
je dirais pas améliorer, mais ajouter. Voilà, par exemple, un travail avec 2 ou 3 enfants au niveau du CESAD, en groupe, les enfants du CESAD, voilà, entre eux, comme tous les parents, j'aimerais qu'il y ait plus d'heures d'accompagnement, je pense. Voilà, parce que finalement, vu qu'il ne reste pas trop longtemps à l'école, s'il n'a pas les éducateurs et les CESAD, ben, il est tout le temps à la maison. Un soutien à l'accompagnement au niveau administratif, bon, ça c'est déjà fait, donc c'est bon. Parce que l'administration, c'est hyper compliqué. Voilà. Et du coup, ben, même si on connaît les choses, on ne sait pas comment les faire, en fait. Il faut nous guider pour que ça aboutisse. Quel type de choses? Par exemple, faire des demandes auprès des structures, faire des demandes auprès de la MDPH. On peut le faire, mais bon, si on ne le fait pas de la bonne façon, je vais dire, ça ne va pas aboutir. Voilà. On ne saura pas remplir un imprimé comme un professionnel. Les démarches, elles sont très compliquées et très lentes. Sur le CESAD en lui-même, je trouve que c'est une structure à taille humaine où comment dire, on a une écoute, dans le sens où dès que j'appelle, on me répond tout de suite, il n'y a pas un standard qui va me faire attendre 4 heures. Je veux dire, le contact avec les intervenants se fait directement également, ce qui est une très bonne chose, sans passer par une hiérarchie qui filtrerait tout ça. Donc, on a vraiment l'impression d'être un peu dans une famille, en fait, quelque part. Je veux dire, ne serait-ce que, par exemple, que les interactions par SMS, etc., vraiment, tout se fait entrer en toute fluidité, en toute simplicité. Et c'est très appréciable. La parole de Loïc, je dirais que son problème, justement, c'est qu'on n'arrive pas trop à le faire parler et il a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Et donc, il va s'exprimer à travers Même s'il est parfaitement capable de parler, il retient son langage. C'est justement, on ne sait pas trop pourquoi. Mais il y a une écoute très claire de toutes les personnes qui l'entourent, et en particulier des personnes du CESAD savent communiquer avec lui malgré ça. Et côté parents, oui, il y a une écoute et un échange qui est très intéressant et fructueux. Ce que je peux regretter, moi, c'est que il y a eu pas mal d'années où en fait il y avait pas mal de profils de professionnels qui manquaient, et comme orthophoniste par exemple, ou des choses comme ça, ce qui fait qu'en fait il fallait le CESAD, en fait, je ne sais pas où on en est, mais ne pouvait pas fournir complètement l'accompagnement, et donc il reste des professionnels extérieurs avec qui des fois c'est facile, des fois c'est pas facile de communiquer, à la fois pour les parents et pour vous. Interagir avec les autres intervenants, voilà, qu'il y a une seule stratégie thérapeutique, je vais dire, et une seule méthode, parce que c'est le même enfant et il faut qu'il y ait une coordination entre tous les intervenants. Pour le moment, il n'y a pas eu de rencontre. Bon, en plus, la crise sanitaire a bloqué les choses, mais même avant, il n'y avait pas de rencontre ou de, voilà, comment vous faites avec cet enfant, qu'est-ce que vous proposez, nous, on va faire ça. Voilà, un travail d'équipe, je vais dire, voilà, pour qu'il évolue. Parce que même lui, quand il y a les intervenants, en fait, il ne sait pas, quoi. Et si, viens, voilà, une coordination entre les intervenants, c'est ça. Je pense qu'en termes de ce qui est apprentissage, ce qui est évolution de l'enfant, je pense qu'on a ce qu'il faut. En revanche, ce qui serait peut-être bien, ce serait d'organiser des sorties interparents pour que les parents puissent se retrouver dans un cadre convivial. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un cadre convivial, on peut échanger, discuter avec les enfants qui également jouent ensemble. Ça peut être intéressant, effectivement. Et pour ma part, je serais vraiment adhérent de ce genre de proposition. C'est aussi des moments agréables de voir les autres enfants et de parler avec les autres parents. C'est aussi important, et à la fois dans le partage et dans la compréhension. Ça permettrait de se donner des axes de réflexion. Voilà, comment est-ce que vous faites pour le faire dormir, comment vous faites dans telle situation. Et puis on est à l'aise avec les parents, on peut dire ce qu'on veut, ils ne seront pas étonnés. Donc je pense que... Et puis on n'a pas l'occasion de parler avec d'autres personnes parce qu'on est finalement
tout le temps avec nos enfants. Donc, c'est des occasions, on va dire, pour rencontrer d'autres personnes. Ça ne s'est pas fait cette année à cause du confinement, mais il y avait chaque fin d'année des fêtes de fin d'année, un peu comme les fêtes scolaires de fin d'année qui étaient organisées par le CESAD. Et je sais que ça peut être aussi dans ces instants-là, par exemple. Mais c'est vrai que d'un point de vue régulier, par exemple, une fois tous les 3 mois, organiser un événement, pourquoi pas? Le CESAD a vraiment un rôle très important. Il peut être très central dans à la fois la relation avec les parents, avec l'école, avec les professionnels, avec l'enfant directement. Et pour les parents et pour l'enfant, c'est quelque chose de très important pour cette transition, comme je dis, du moment où le CESAD prend l'enfant en charge vers l'adulte que l'enfant va être. Il y a vraiment un rôle important. Moi, si j'avais des choses à dire, c'est à des gens qui sont très motivés, très dynamiques, pleins de force. Il faudrait créer des classes passerelles entre les Ulysse et après, parce que c'est des lieux qui, c'est pas un établissement puisque c'est du scolaire, mais c'est des cadres qui leur conviennent et puis ça reste ouvert. Ils sont le temps d'intégration avec des jeunes qui ils les connaissent et puis indirectement eux sont de fierté aussi d'accompagner des jeunes qui ont des problèmes. Et il y a des liens à reconnaître des filles, des jeunes filles qui sont avec elles en dessin, c'est drôlement porteur, je veux dire, mais bon. Ça, c'est dans un monde magique, on va dire ça. Merci à toi, Pascal. Le silence qui suit Mozart est encore de Mozart. Si tu le dis, Monsieur le Président, tu dois avoir raison. Écoutez, je vous propose que nous passions, à la partie échange. Un plaisir d'être voir que nous sommes 56 dans cette fabrique, donc c'est vraiment sympa qu'on puisse échanger à ce propos. Donc, vous avez vu cette présentation de ce film. Alors, première réaction, j'ai envie de le dire tout de suite, parce que un collègue à qui, Marc Blin, pour ceux qui le connaissent, qui est venu faire 2 interventions sur la question de l'autodétermination en février et en mars auprès de l'ensemble des personnels, quand je lui ai présenté ce film de manière humoristique, m'a dit « pas mal ton film publicitaire ». Donc, effectivement, on pourrait penser que c'est un film où il n'y a que des choses positives. Il n'y a pas que des choses positives aussi. Je pense à la maman de Yacine qui remarque qu'elle n'a pas bénéficié de respire. Enfin, voilà, il y a aussi des choses, tout n'est pas, voilà, on a encore une marge de progression et c'est heureux. Alors, est-ce que l'une d'entre vous aurait une question, une remarque, encore une fois sur le contenu du film, bien évidemment, parce qu'on est sur la question de la pleine participation et des troubles du spectre autistique, mais aussi sur même la réalisation du film, puisqu'on a la chance d'avoir la collègue de Marianne Film qui est là, qui pourra, j'imagine, y répondre. Pas de remarques, pas de questions de réaction? Oui. Si, peut-être, Bonjour. Je vais me lancer parce que je vois bien que peut-être le démarrage est un petit peu difficile. Donc, bonjour. Comme toujours, merci à vous. Je suis Christine Gaillard, PEP Loiret. Voilà, il y a un petit peu de bruit chez moi parce qu'il y a les enfants. Voilà, moi, je note que c'est vraiment bien de donner la parole aux parents parce qu'on voit bien quand même que les parents ont une idée assez précise de ce qui est bien d'apporter comme point d'évolution pour leurs enfants.
la question que je me pose, c'est y a-t-il, pour encadrer cette intervention des parents, est-ce qu'il y a un CVS? Quel est le système qui vous permet de donner la parole aux parents pour une amélioration continue, j'ose demander, dans ce cadre-là? Frédéric, on va répondre à deux voix. Moi, je vais donner peut-être quelques éléments généraux. Alors, formellement, vous savez sûrement qu'on n'est pas obligé d'avoir un CVS dans les CESAD. Hein. Les CVS sont dans les, comment dire, des dispositifs dans les structures et les établissements d'accueil à la journée ou bien évidemment avec internat. Ça fait plusieurs années, alors avec Frédéric Mam et avec la prédécesseur de Frédéric Mam, Christine Destrac, nous avons commencé à réfléchir sur la possibilité d'un CVS. C'est quelque chose moi, qui m'intéresse bien dans la mesure où, notamment, vous savez sûrement que dans le champ de l'autisme, il y a des associations de parents importantes et c'est très bien. Et je trouve que c'est intéressant de leur proposer aussi un cadre institutionnel pour pouvoir prendre la parole. On s'est même posé la question, on a même juste commencé, mais c'était juste avant le confinement, donc vous imaginez bien que depuis un an, ça a été un peu mis en stand-by. On s'est même posé la question et même lancé, on l'a fait 2 réunions, si ma mémoire est bonne, de faire même un CVS associatif qui, comment dire, avec des représentants de chacun des CVS. On n'est pas les premiers à le faire, je crois que les collègues des PEP 80 font ça depuis plusieurs années, mais voilà. Je pense, et je vais vous laisser la parole, Frédéric, par rapport à votre question, il me semble que, mais je donne juste les règles, enfin les règles, pas les règles, le cadre général, et puis Frédéric, vous allez mettre un peu de chair, si j'ose dire, un peu plus là-dedans. Il me semble qu'au CESAD, donc, il y a eu dans un premier temps la mise en œuvre de ces fameux RESPI, hein, des réunions d'évaluation et de suivi du projet individualisé où les parents viennent, et la collègue donc, qui était avant Frédéric, Christine Destrac, a ajouté un élément supplémentaire dont il a été fait mention dans le film, me semble-t-il, qui est les ESP, les entretiens de suivi projet, où des professionnels du CESAD vont à domicile et, entre guillemets, préparent la réunion. Surtout recueillent, me semble-t-il, l'avis des parents et préparent au sens, leur permettre de un peu les rassurer pour venir dans la RESPI, parce que comme l'ont noté plusieurs parents, dans une réunion, c'est un peu le défaut qu'on a peut-être dans le médico-social, c'est qu'on a des réunions avec beaucoup de monde et que ça peut un peu faire peur. Frédéric, j'en dis pas plus, je vous laisse vraiment donner des éléments plus contextualisés encore. Oui, on est un peu dans une situation paradoxale parce que notre objectif, ça serait normalement de se fondre dans le droit commun et de faire en sorte que le service soit quasi transparent et qu'on intervienne systématiquement sur les lieux d'enfants, que ce soit en centre de loisirs, à l'école ou ailleurs. Sauf que sur le CESAD, 60% des familles, enfin 60% des enfants ne sont pas scolarisés. Donc effectivement, la question du CVS se pose. On organise 2 fois par an des réunions, réunions de rentrée et puis réunions de fin d'année. Et on voudrait mettre en place d'autres types de rencontres, un peu à l'image de ce que disait M. Boudrioua tout à l'heure sur la vidéo, d'un espace de socialisation, de discussion entre parents, où nous, on essaierait de se mettre un peu en retrait. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la question de la garde des enfants, parce qu'on a pas mal de parents isolés, et on ne peut pas envisager de provoquer des réunions si on n'a pas un système d'accompagnement des enfants installé en parallèle. Donc on est en train de cogiter à ça, soit en faisant des petits groupes, soit en essayant de trouver un encadrement éducatif suffisant pour permettre ces rendez-vous. Je crois que vous avez d'ailleurs une expérience, Frédéric, sur un autre CESAD, qui n'est pas un CESAD TSA, où ce type de choses existe déjà un petit peu, me semble-t-il. Oui, c'est ce que fait Éric Agabé sur le CESAD Alain Richard, où un samedi par mois, les parents se rencontrent avec chef de service et personnel éducatif. Et de l'autre côté, le personnel éducatif accompagne les enfants pour proposer des activités, des animations, des sorties, ce qui laisse un peu aussi de quoi respirer aux parents et de quoi un espace de pensée, quoi. Mais je crois pour le coup qu'on a vraiment 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on a à la fois le niveau, comme j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est celui qui me vient d'aide à la parentalité, et puis le niveau qui renvoie aussi, moi qui me paraît aussi très important, l'un ne peut pas aller à la place de l'autre, on a formellement besoin des deux, c'est ce qu'on retrouve dans la loi 2002-02 qui dit, si ma mémoire est bonne, le recueil de l'avis de l'usager sur le projet le concernant. Il me semble que c'est comme ça dans la loi. Et ça, c'est vrai que ce qui a été mis en place avec les ESP, enfin personnellement, je ne suis pas là pour décerner de satisfecit, mais je trouve que c'est super important parce que la RESPI, avec cette réunion préalable où les parents sont
j'aime pas le terme préparé, mais il ne m'en vient pas d'autre. Je trouve que ça bonifie le système de la respi, à mon avis. Oui, mais merci. C'est vrai que vous avez très bien abordé le sujet de la guidance parentale, hein, enfin les deux axes dont vous venez de parler. Hein. Ça me paraît essentiel que les parents entre eux puissent être à la recherche de solutions. Et puis en effet, la respi, hein, moi je ne connais pas encore, mais il me semble que vous avez un petit peu une longueur d'avance par rapport à la coordination de parcours qui est très en vogue actuellement avec les dames. Et voilà, c'est vrai que c'est déjà un lieu idéal pour que le parent se retrouve au milieu de l'ensemble de ses interlocuteurs. Merci. C'est gentil, merci. C'est vrai qu'il y a une fonction dans le CESAD dont on parle moins, je trouve, moi qui commence à avoir un petit peu d'heures de vol, c'est la fonction, et je crois que ça a été évoqué, Frédéric, dans le film, je crois que c'est, effectivement, je ne sais pas si c'est le papa de M. Boudriouat qui l'évoque aussi, sur le rôle, enfin peu importe lequel, mais le rôle du CESAD comme, je ne vais pas dire comme architecte, mais comme coordonnateur global, même de ce qu'il ne gère pas, lui, en tant que CESAD au quotidien, mais de pouvoir... j'allais dire, oui, c'est mon architecte, c'est celui qui me vient. L'architecte, c'est pas forcément lui qui a la truelle, mais il a une vision d'ensemble quand même. On vous entend pas, Frédéric. Oui, voilà. Je me rappelle plus si c'est M. Boudriouat qui parle de ça, mais je pense que c'est pas le père de Loïc. Ça doit être ça, oui. Qui effectivement disait que le CESAD était en position d'avoir une vision d'ensemble de la situation, à la fois en prise sur l'intimité et la vie quotidienne, et à la fois sur la vie scolaire, et qu'on était aussi là pour faire en sorte que les différents espaces se rencontrent et puissent travailler en cohérence. D'autres remarques, des questions? Alors, à propos du père de Loïc, vous l'avez maintenant. Ah, mais super. Bonjour à tous, avec la même chemise, c'est le hasard. En fait, donc tout à l'heure, je voyais mes mails et j'ai vu le lien là, qui m'a été forwardé là, par le secrétaire du CESAD. Donc, j'ai découvert ça un peu à la dernière minute. Donc, je trouvais que le film avait vraiment, par rapport à la première mouture que j'avais vue, c'est vraiment beaucoup enrichi dans la manière dont les séquences ont été ajustées les unes par rapport aux autres, l'intervention des personnes du CESAD aussi pour expliquer les différents termes, expliquer les... Donc, je trouve que maintenant, là, c'est vraiment riche, là, il y a beaucoup de choses. La chose que je regrette, par contre, c'est qu'on voit certains enfants et pas d'autres. Et moi, en tant que papa, là, je suis un tout petit peu frustré qu'on ne voit pas mon fils qui est mignon comme tout. Et je trouve que ça serait bien peut-être pour les enfants qu'on ne voit pas dans le film, qu'il y ait une photo au moins. Alors, je ne sais pas si c'est encore possible de modifier ça, mais qu'on voit à quoi ils ressemblent, ces petits poussins, parce que c'est un peu triste, quoi. Voilà, de parler d'un enfant qu'on ne voit pas. Voilà. Mais sinon, bravo et félicitations. Moi, j'ai beaucoup aimé participer, même si c'était de l'impro complète, donc ce n'était pas toujours facile. Mais c'était vraiment extrêmement intéressant et je trouve que la réflexion que ça a imposée et le résultat est vraiment bien. Et ce que vous dites aussi là, est très intéressant. Et ce rôle, là, la dernière chose que vous venez de dire là, à propos du rôle du CESAD, du rôle central de chef d'orchestre, en fait. Hein. Je pense que le CESAD, c'est le chef d'orchestre de la construction de l'avenir de l'enfant. Voilà, c'est comme ça que je le définirais. Et c'est pour ça que j'insistais beaucoup dans ce que je disais, que ce rôle est très central. Et c'est le CESAD qui a la vision complète, en fait, et qui va intervenir à la fois en milieu scolaire, qui va voir l'enfant à la maison, qui va voir l'enfant au CESAD avec d'autres enfants sans les parents, qui va aller à l'école, et donc qui va permettre, normalement, qui devrait pouvoir trouver tous les leviers pour l'emmener, c'est ce que je disais, vers l'âge adulte et en faire l'adulte le mieux intégré possible. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait une question, je crois que c'est Madame Huys, c'est ça qui avait une question, vous l'avez mis sur le chat, je vais peut-être vous laisser intervenir si ça ne vous ennuie pas. Madame Huys? Oui, bonjour. Allez-y, je vous en prie, bonjour. Oui, bonjour, Viviane Huys, ARS d'Île-de-France, chargée de la mission autisme. Oui, je m'interrogeais sur la participation de votre CESAD au pôle inclusif d'accompagnement localisé, quelles interactions vous aviez mises en place, toujours dans cette logique d'inclusion, parce que
bien sûr, vous soulignez le fait que 60% des enfants, et vous le mentionnez dans le film aussi, hein, suivis par le CESAD ne sont pas scolarisés. Or, moi, je retiens que du coup, ça veut dire que 40% le sont. Donc, comment ça se passe pour les 40% qui le sont et dans le cadre des PIAL notamment? Alors, si je peux, et encore une fois, on va faire une réponse à deux voix, hein, Frédéric, je ne vais pas monopoliser la parole, mais vous dire quand même que les 60% de non scolarisés, historiquement, dans l'histoire du CESAD, ça n'a pas été anodin, parce qu'a priori, dans une logique de CESAD, on pourrait penser que la mission, j'allais presque dire historique des CESAD, renvoie au soutien, on dira aujourd'hui à l'inclusion, on aurait dit à l'époque à la scolarisation, voire à l'intégration, peut-être même à l'époque, on aurait dit. Et en même temps, pour le coup, l'idée aussi d'avoir à prendre en charge des enfants un peu rejetés de partout. J'ai en tête une situation d'un enfant qui avait même été rejeté d'un hôpital psychiatrique bien connu dans le département de l'Essonne et qui a des moyens un peu plus importants que les nôtres. Et en même temps, le CESAD avait pris cette situation et 18 mois plus tard, ce petit garçon, puisqu'il avait moins de 10 ans encore, était scolarisé 2 demi-journées par semaine dans une CLIS à l'époque. Donc, qui montre qu'il y avait aussi un travail possible. Mais pour le coup, quand même, prendre en charge en CESAD des enfants non scolarisés, ça reste pour moi quelque chose qu'il faut faire. Je pense que c'est presque une démarche de solidarité qui renvoie aux valeurs de notre réseau, mais il y a quand même un problème, j'allais presque dire éthique, de ce côté-là. Après, sur les PIAL, dans le département de l'Essonne, nous avons été sollicités à la fois par l'éducation nationale et par la délégation départementale de l'ARS sur le montage d'un PIAL, mais ça c'était, j'allais dire c'était le monde d'avant. N'y voyez aucune malice, mais c'était avant comment dire, le printemps 2020 et on est un peu en stand-by là-dessus et j'espère qu'on va pouvoir reprendre quelque chose, parce que là vous posez un problème qui, de mon point de vue, est extrêmement pertinent. Le CESAD, à sa création, était vraiment posé comme coordonnateur. Le terme de chef d'orchestre tout à l'heure du papa qui est intervenu est hyper pertinent. Mais à l'époque, bien évidemment, qu'on ne parlait pas des PIAL. Donc, il va y avoir nécessité de trouver un mode de coordination intelligent et pertinent pour éviter de faire des projets qui s'empilent les uns sur les autres et surtout qui n'apportent rien de cohérent et d'intelligent pour les enfants et pour les familles. Frédéric, vous voulez sûrement compléter mon propos, j'imagine? Oui, alors peut-être de deux façons. La première, c'est pour dire qu'on est un miroir quand même un peu déformant, parce que c'est dans notre agrément en fait, d'accueillir des enfants qui ne sont pas scolarisés, voilà, sans solution scolaire ou institutionnelle pour moitié. Donc voilà, on remplit la fonction pour laquelle on a été mandaté. L'autre chose, pour dire aussi que le CESAD Arlette Favet a quand même la particularité d'intervenir directement en ULIS avec une équipe éducative qui partage son temps entre les interventions auprès des enfants accompagnés par le CESAD et une présence à temps plein dans les ULIS du territoire, les ULIS TSA, ce qui fait qu'on a une équipe de 10 salariés, 10 éducateurs spécialisés qui partagent leur temps entre un accompagnement des enfants en individuel et une présence dans les ULIS sur 2 journées par semaine pour accompagner l'enseignant, les AVS, les AESH. Voilà. Et peut-être un dernier mot pour dire que la difficulté la plus flagrante, c'est ce que disait la mère de Clémence tout à l'heure, c'est que c'est après 15 ans, après le collège, que la difficulté est la plus importante, où on se retrouve sans solution, en attente d'une orientation éventuelle sur un dispositif adulte. Mais là, on est vraiment bloqué sur ces situations-là. C'est quand même le gros des troupes des enfants qui ne sont pas scolarisés. J'espère qu'on a répondu à votre question, Madame Huys. Tout à fait, oui, merci beaucoup. Mais c'est au travail, je pense qu'on aura effectivement, oui, on aura à faire quelque chose. J'espère qu'on va pouvoir être sur un PIAL renforcé et qu'on va pouvoir nous-mêmes agir sur cette coordination. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant à agir là-dessus. Jean-Marc Rimbert, collègue de Seine-Maritime, voulait intervenir. Oui, merci. Alors, félicitations au directeur des PEP 91 et à l'équipe pour ce témoignage. Et la qualité du film. Quelques questionnements peut-être un peu techniques. Si c'est trop technique, vous le dites et puis on
vous me répondrez par un autre canal. D'en savoir un peu le plateau technique, là j'ai entendu 10 éducateurs, donc j'imagine qu'il y a aussi un plateau technique, notamment paramédical. Dans ce plateau technique, est-ce qu'il y a un enseignant de l'éducation nationale et quel est son rôle à l'heure où l'éducation nationale retire des moyens au médico-social tout en disant au médico-social qu'il faut qu'il aille beaucoup plus dans l'école. 60% des enfants non scolarisés, je suis assez étonné quand même par la proportion. C'est quoi? C'est un manque de structure de type Ulysse, de type place en établissement pour les jeunes qui pourraient relever d'un dispositif type IME ou autre. Et savoir comment vous gérez également. Ça fait 4 questions en une, hein, mais comment vous gérez les listes d'attente, notamment dans le lien avec les familles, puisqu'on est sur cette thématique-là. Pas tant pour les faire patienter, mais est-ce qu'il y a des modalités d'un pré-accompagnement sur des familles et des jeunes qui sont en liste d'attente? Alors moi, je vais faire une réponse et puis je vais laisser Frédéric répondre sur les ETP et tout ça, même si je pourrais le faire. Mais moi, dire un mot juste sur ta question, sur la question des 60%. C'est vraiment historique. Quand j'ai eu l'occasion d'être sur l'ouverture de ce service en 2002, assez rapidement, la DAS, je suis désolé pour les plus jeunes d'entre nous, ça ramène à des souvenirs un petit peu anciens, a posé un peu sur le mode de Lucas, mais c'était comme ça, l'obligation d'accueillir 50% de jeunes dits sans solution institutionnelle ou scolaire. Et on a pu travailler avec la DAS et l'ARS ensuite sur des extensions progressives, puisque ce service a ouvert à 15 places. Il est passé après, j'allais dire, même pas 4 mois d'ouverture, il est passé à 20 places. On a travaillé ensuite sur 25 places et il est passé à 40 places. Donc, il y a eu un travail progressif. Mais avec cette question, encore une fois, d'enfants, dans ce département, je peux dire que dans ce département, les autorités de contrôle ont toujours, de mon point de vue, été assez novatrices. Ce CESAD, quand il a été ouvert, on était déjà une vingtaine de CESAD, tout handicap confondu dans le département en 2002. Donc, c'était vraiment, il y avait une politique forte de la DAS de l'époque là-dessus. Mais oui, avec des besoins réels dans ce département. Dans ce département aussi, c'est pas par hasard que ce CESAD s'appelle Arlette Favé, puisque Arlette Favé était une enseignante qui avait travaillé sur les premières classes d'enfants avec autisme, à Meudon particulièrement, et aussi dans le département de l'Essonne, puisque la toute première classe avait été ouverte en 1984. Et une classe collège, qu'on n'appelait bien évidemment pas Ulysse ni UPI, avait été ouverte en 1986. Donc oui, des besoins réellement repérés, mais avec effectivement des difficultés pour y répondre. Il faut ajouter aussi, pour ne pas l'oublier quand même dans le voyage, le conseil départemental de l'Essonne, qui pendant 24 ans a financé les postes d'éducateurs en CLIS. Et enfin voilà, il y a eu un financement pendant 24 ans, il faut qu'on le note. Ils étaient complètement en dehors de leur champ de compétences formel. Et bon, à un moment donné, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté progressivement, ce qui nous a permis de travailler avec l'ARS sur le passage de relais. Et donc, ce qui conduit, et je vais laisser la parole à Frédéric Mam, au fait qu'il y ait 10, de mémoire même maintenant, 11 ETP éducatifs dans ce CESAD, mais il y en a déjà 5, pour pas dire 6, 6, Frédéric, qui sont, il y a 6 ETP éducatifs qui sont dans les Ulysse, donc qui ne sont pas, j'allais dire, dédiés au CESAD pur, si ce mot CESAD pur a un sens. Frédéric, je vous laisse répondre aux autres questions hyper pertinentes de mon éminent collègue. Oui, alors pour planter un peu le décor, effectivement, il y a une équipe éducative consistante. Il y a aussi une équipe soignante avec un pédopsychiatre à temps partiel, enfin à temps partiel à mi-temps, ce qui est quand même pas négligeable, 2 psychologues, 2 psychomotriciennes, une assistante sociale, une coordinatrice éducative, et on attend, mais depuis très très longtemps, que les postes soient pourvus pour les orthophonistes. Voilà, donc on travaille avec des partenariats en libéral, mais voilà, les postes sont vides, quoi. Voilà, pour ce qui est du cadre un peu salarial de l'établissement,
Et si, j'ai oublié quand même 2 enseignantes détachées de l'Éducation nationale qui interviennent sans que les missions se soient réparties de manière intentionnelle, mais globalement, c'est un peu la réalité de leur travail, pour moitié pour des enfants scolarisés, pour moitié pour les enfants qui ne le sont pas. Avec un objectif qui est pour les enfants scolarisés de soutenir l'inclusion scolaire, soit d'accompagner les jeunes sur des méthodes de travail, sur de l'accompagnement sur les devoirs, de l'organisation d'un espace de travail à la maison, ou alors sur site dans les écoles primaires pour prendre le jeune en aparté pendant 1 heure, histoire de venir renforcer un peu les enseignements dispensés sur l'ULIS. Et pour les jeunes non scolarisés, c'est prendre la suite de ce qui avait été fait auparavant si le jeune avait été scolarisé, essayer de maintenir une forme de travail sur la concentration, sur les apprentissages, qui passe beaucoup par l'informel. Je sais que là, on a une collègue qui travaille beaucoup sur la cuisine, qui lui sert de support pour venir travailler tout le reste, quoi, sur le travail avec les pictogrammes, sur les chiffres, voilà. Après, sur la question du diagnostic de pourquoi on a autant de jeunes qui ne sont pas scolarisés, alors moi, j'arrive depuis le mois de septembre sur le territoire et sur l'autisme, donc j'ai un avis qui est très, très partiel et qui est à peine en train de se construire. Mais ce que moi, je constate, c'est qu'à la fois, on a des jeunes qui pourraient intégrer des ULIS, mais il n'y a pas de place. Voilà. Et ils sont effectivement engagés dans les apprentissages et ils bénéficieraient d'entrer au sein de l'éducation nationale. On a quand même une autre partie non négligeable qui ont des troubles du comportement très importants et qui nécessiteraient une prise en charge plus étayante voilà, sur type IME ou en tout cas une prise en charge qui va au-delà des 3 heures que peut proposer le CESAD. Je sais qu'on a des collègues qui interviennent à domicile mais qui sont des prestataires privés d'aide à domicile. Quand ils interviennent 9 ou 12 heures à domicile, les évolutions sont beaucoup plus marquées que quand nous, on fait une intervention de 3 heures. Voilà. Mais je crois que vous plantez très bien le décor, c'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur de beaucoup de paradoxes dans ce service. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut estimer, vous avez complètement raison, qu'une intervention de 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est extrêmement insuffisant par rapport à ce dont on pourrait, j'allais dire, devraient bénéficier certains usagers. Et en même temps, ce sont des enfants qui, pour beaucoup, autrement, seraient sans solution. Il faut qu'on réponde à ta question sur la liste d'attente, Jean-Marc, parce que c'est un des points où on estime qu'on n'est pas bon, enfin moi je le dis comme tel, hein, puisqu'on a actuellement, je parle sous votre contrôle Frédéric, je crois plus de 170 situations en liste d'attente, ce qui est hallucinatoire quand on y réfléchit. On avait fait le calcul lorsqu'on travaillait, Frédéric, on avait fait le calcul je crois au moment du budget prévisionnel, votre calcul était de quelle heure déjà, je ne sais plus combien d'années d'attente. Oui, c'est 24 ans. Voilà, au rythme des entrées et des sorties, 24 ans. C'est de l'ordre de la science-fiction. Alors, je sais que la mise en œuvre de dispositifs type via trajectoire avec la MDPH va permettre d'éviter les doubles ou triples candidatures sur plusieurs dispositifs, mais ça ne va pas réduire d'autant. Donc oui, il y a des vrais besoins. On peut saluer le fait que l'agence ait fait des appels à projets, puisque historiquement, ce CESAD a été très longtemps le seul sur le TSA et que maintenant, il y en a 2 autres sur le département. Donc, il y a eu véritablement un renforcement, mais la prévalence de l'autisme fait que les besoins sont toujours extrêmement prégnants. Et là, pour le coup, sur l'accompagnement de la liste d'attente, on est en train d'y travailler. Nous parlions, là, c'est tout frais, on n'a même encore rien mis en œuvre, mais pour avoir eu l'opportunité de travailler sur un intérim de direction sur notre CMPP, j'ai tout à fait en tête ce que le médecin directeur du CMPP va proposer là très prochainement sur la psychoéducation et nous demandions et nous allons nous mettre au travail avec Frédéric pour voir si nous pourrions peut-être décliner des choses de ce que propose le docteur Adjé au CMPP sur la psychoéducation sur la liste d'attente pour voir quels effets ça pourrait avoir sur la liste d'attente des CESAD, tant en matière qualitative d'accompagnement des personnes dans ce temps d'attente et en même temps peut-être aussi apporter peut-être déjà des éléments qui peut-être permettront peut-être de désengorger elle-même la liste d'attente numériquement parlant. Alors, il y a une question, je crois, sur le chat. Alors,
Madame Gaillard, je vous en prie, allez-y. Voilà, allez-y. je me suis permise de. Oui, on est là pour poser, ça, allez-y, vous avez raison. Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se rencontrer, mais je ne connais pas bien votre département. Il est vrai qu'à l'heure actuelle. Des voisins pourtant. On est voisins, oui, mais bon, on ne se rencontre pas assez souvent, vous le savez bien. Non, dans le Loiret, bien sûr, on est à la veille des dispositifs d'accueil médico-éducatif pour les IME. Et peut-être vous n'en avez pas dans le 91 au niveau des PEP, mais il y en a peut-être ailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors des dames, il y a aussi le droit commun, c'est-à-dire que tous les parents peuvent solliciter maintenant, c'est 2021, hein, donc nous y sommes, on va dire à partir de septembre, tel que le dit la ministre chargée au handicap, en tout cas la secrétaire d'État, c'est que à partir de septembre, toute famille d'enfants TSA ou autre peut solliciter son école de quartier pour inscrire son enfant, qu'il ait des troubles sévères ou non. Donc, voilà, dans votre département, comment ça se tisse tout ça? Est-ce que ça va pouvoir évoluer et débloquer des situations pour certaines familles? Alors, ce serait très péremptoire de ma place de vous répondre de manière formellement départementale. L'Essonne, c'est quand même un gros département. Il y a plus d'1 million d'habitants dans le département de l'Essonne, avec une situation très contrastée, si j'ose dire. Le nord du département, c'est quasiment l'agglomération parisienne, et le sud du département, j'allais dire, on est déjà chez vous. Hein. C'est déjà la province, n'y voyez pas de parisianisme. Hein. Mais voilà, c'est quand même, mais c'est très différent. Le Grand Sud, pour nous, hein, c'est très différent. Il y a un nord extrêmement urbain. Frédéric Mam pourrait nous parler du temps de transport des éducateurs des CESAD qui est très long. Je ne parle même pas des kilomètres, hein, on en parlait récemment dans un comité de gestion où je crois qu'il y a… alors 2020 n'est pas une année forcément intéressante à repérer parce que à cause des confinements, mais je crois qu'en 2019, 2018, il y avait plus de 100 000 kilomètres faites par les professionnels de ce service dans le département, c'est vous dire les déplacements. Je parle sous votre contrôle, Frédéric, je crois qu'il y a 82% des interventions du CESAD qui ont lieu sur le domicile au sens de la loi. Hein. Donc, c'est véritablement une logique de CESAD. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Hein, que le CESAD, ce n'est pas de l'IME à temps partiel, là, j'y tiens beaucoup. Par rapport à votre question, il y a dans le département un certain nombre d'UE externalisés. De mémoire, je crois qu'il y en a 20, il y en avait 19, il y en a une 20e qui va être créée. Au PEP 91, on n'en a plus, on en a eu il y a très longtemps. La première avait été ouverte en mai 1999 à partir de l'IME de Massy. La deuxième avait été créée, tant qu'il m'en souvient, au printemps 2002. Et alors, ce sont des dispositifs moi, qui m'intéressent énormément, mais qui demandent j'allais dire, de mon point de vue, qui demandent un accompagnement managérial extrêmement fin et qui n'a peut-être pas été apporté à ce moment-là. Et ces dispositifs ont malheureusement cessé d'exister. Et là, on est sur un autre projet, un peu plus ambitieux, mais tant pis, c'est pas grave, c'est bien, moi je trouve, d'être ambitieux. L'idée, c'est d'externaliser, pas simplement de faire des UE, mais d'externaliser l'action de l'IME que nous avons à Massy. Nous sommes en pourparlers, nous avons un rendez-vous d'ailleurs demain avec une mairie. L'idée, c'est véritablement d'investir des locaux au sein des écoles. Et l'idée, c'est pas que les enfants aillent seulement à l'école, c'est aussi qu'il y ait tout le dispositif IME, pas seulement les enseignants, les éducateurs spécialisés, les personnels des équipes thérapeutiques aussi, qui soient sur le lieu de l'école pour permettre l'accompagnement de ces jeunes dans le cadre de l'école. Oui, il y a un PCPE dans l'Essonne, chers collègues, mais à ma connaissance, il n'y a pas des masses, en tout cas où je ne la connais pas, ce qui m'étonnerait parce que je suis un peu informé quand même de ce qui se fait dans ce département. Il n'y a pas d'équipe mobile à ma connaissance. Il y a des dispositifs qui préexistent. Frédéric, vous pourriez peut-être en dire un mot, ça me permettrait peut-être de moins parler pour moi. Je pense à l'UMI, je pense à… Enfin, il y a des dispositifs… VIH, EMA 91. Voilà, tout à fait. Je vous laisse en dire un mot. Oui, alors, j'arrive et je vous avoue que j'ai un peu de mal à faire la nuance entre ces différents dispositifs. L'UMI, c'est une équipe mobile de psychiatrie qui a compétence régionale et qui intervient beaucoup pour sensibiliser les familles quand il y a des situations critiques, et faire le lien entre les secteurs sanitaires et le médico-social, on va dire. Le DIH, EMA 91, sont des dispositifs de coordination médico-sociaux qui sont connexes. Les fonctions sont aujourd'hui en train de se confondre. L'objectif, c'est vraiment d'apporter des soutiens aux familles, soit quand elles n'ont pas d'accompagnement médico-social pour leur enfant,
soit quand la situation est vraiment critique, en proposant via le PCPE et la MDPH des prises en charge temporaires qui permettent de pallier un peu les difficultés. Voilà. Soit pour accompagner, faire un accompagnement supplémentaire dans les établissements, soit pour proposer des interventions à domicile quand il n'y a pas de médico-social déjà mis en place. Puis on pourrait rajouter peut-être espace singulier, qui d'un certain point de vue est rattaché au DIH, puisque c'est eux qui gèrent le numéro d'appel de la communauté 360. Nous nous étions positionnés pour être le support, mais je crois que l'ARS Île-de-France a fait le choix que ce soit le DIH en Île-de-France, ce que je regrette, mais c'est pas grave, on travaille quand même très bien avec eux, on travaille d'autant plus avec eux que la directrice générale d'Espace Singulier, donc qui fait un très très gros travail sur les aidants, est aussi administratrice PEP 91, donc ça facilite les relations formelles. D'autres remarques, d'autres questions sur la participation, des parents dans ce CESAD, ou peut-être de manière plus large? En attendant que les questions arrivent, moi j'aimerais bien profiter de la présence d'Emmanuel pour discuter un peu du support vidéo auprès de ces enfants-là, parce que voilà, j'ai trouvé que son intervention était assez pertinente, enfin en tout cas en douceur, ça n'a pas trop impressionné les parents, visiblement. Et on était en train de réfléchir à d'autres types d'interventions plus auprès des enfants. Emmanuel, vous m'expliquiez, mais moi en technique vidéo, par contre, je ne maîtrise pas. Vous expliquiez que vous aviez une table, alors ce n'est pas de mixage, c'est de montage? Oui, alors d'abord, nous, Marianne Film, on est dans le 91 à Évry, on est une association, on fait des films, des prestations de films, mais aussi on fait de l'éducation à l'image, l'éducation artistique. Et on a donc, parce que pendant le film, voilà, j'ai noté, pour ceux qui étaient là, les enfants qui étaient là dans les interviews, un intérêt, comme tous les enfants, mais très particulier, sur l'objectif, le micro et leur regard à la caméra. Donc, je me suis posé la question de leur rapport aux images, parce que je ne connais pas trop l'autisme, hein, je connais d'autres types d'handicap, pas trop l'autisme, mais voilà, comment ils percevaient les images. Donc, nous, on a un outil à Marianne Film, c'est une table mashup. Donc, ça permet de faire du montage vidéo et audio avec des cartes sur lesquelles il y a un flash code, donc il y a une petite installation et en fait, on branche la table, elle revient à un ordi, on la branche à un vidéoprojecteur à des enceintes et on pose la carte, hop, on a une image qui est projetée ou on a un son qui est diffusé. Et donc, on peut faire comme ça des montages. On peut brancher un micro, hein, par exemple, et parler en même temps qu'on choisit une image. Voilà, c'est un système qui permet d'aborder de façon intuitive le montage. Le montage, quoi, qui est une partie assez complexe à aborder en atelier en général. Voilà. Mais c'est aussi peut-être le rapport qu'ils ont à leur image, en fait, aussi. Donc ça, c'est des interventions possibles qu'on se disait peut-être d'essayer, de voir ce que ça pouvait donner. Oui, mais je pense qu'on va tester. On travaille déjà beaucoup, alors pas sur l'image mobile, vidéo, voilà, mais sur tout ce qui est picto, photo, comme système de communication alternatif, pour voilà, essayer d'échanger ou d'avoir des interactions avec les enfants. Et je me disais que voilà, travailler avec cette table avec des cartes qui pourraient éventuellement reprendre les pictos qu'on utilise sur le Macathon ou sur PEX, ça pourrait être intéressant. Oui. Ah oui, on ne vous entend pas. Monsieur G, ouais, vous avez coupé votre micro. Mon micro, oui, c'est mieux que je disais, avant de donner la parole à Christine Gaillard qui a mis quelque chose sur le chat, je voulais, alors j'allais dire j'étais surpris, non, j'étais pas surpris, c'est pas la première fois qu'on travaille avec Marianne Film et qu'on a, j'allais dire, c'est pas par hasard qu'on les sollicite parce qu'on a déjà fait l'expérience de la qualité de leur boulot. Mais franchement, enfin, moi, voilà, moi j'ai trouvé que ce montage, ce film était hyper dynamique, enfin, moi j'ai beaucoup apprécié, vraiment, et je trouve que c'est un outil. C'est un outil, nous en parlions avec Frédéric il y a quelques semaines, c'est un outil, je trouve qu'on devrait utiliser plus, certainement sur le mode que vous évoquez, sur le mode éducatif ou pédagogique, pas que,
moi, j'ai cette idée un peu ancienne, mais que j'aimerais bien mettre en œuvre. J'aimerais bien pouvoir avoir un espèce de film, j'allais dire caméra au point, pour suivre la journée d'un professionnel de CESAD, avec le côté aussi un tout petit peu, le mot qui me venait, ça a été désarticulé. Je vous rassure, les personnels des CESAD ne sont pas désarticulés, je ne le pense pas du moins, mais en tout cas, ça part un peu dans tous les sens, quoi. On part, on va dans une école, après il y a de la route, il y a les embouteillages, on se retrouve dans une famille. Enfin, c'est pas, si j'ose dire, l'univers contenant d'un établissement ou autre. Hein. C'est travailler en CESAD. J'ai été enseignant de CESAD moi-même, je sais ce que ça peut représenter. Et il me semble que rendre compte d'une journée, j'allais presque dire de l'aube au soir pour un professionnel, je trouve que ça pourrait avoir aussi son intérêt voilà, à mon avis, à plein de niveaux, peut-être pour les écoles d'éducateurs, mais pas que aussi. Et je trouve aussi, je l'ai dit, hein, je vous l'avais dit, Frédéric, après avoir vu le premier visionnage de ce film, je m'étais dit, mais ce film, il faut qu'il soit dans le livret d'accueil. Je trouve que les parents qui arrivent, moi, je trouve très passionnant dans ce que vous avez fait, c'est qu'on entend c'est vraiment la parole des parents, quoi. Il y a un peu de relance, et encore, ça reste homéopathique. Et ça, je trouve que ne serait-ce que pour ça, c'est extrêmement fort. Mme Gaillard, vous vouliez intervenir, je vous en prie, allez-y. Je suis désolée. Hein. Mais non, soyez pas désolée, on est là pour ça, encore une fois. On ne dit jamais 203, mais ce sera la dernière. Vous avez parlé, là on est dans les outils, et tout à l'heure vous avez parlé de psychopédagogie, que c'était un point à travailler. Et il est vrai que par ma petite expérience, je connais des parents qui se sont formés au PECS, mais qui n'ont pas pu obtenir des professionnels, même IME, le relais et donc la continuité de ce travail. C'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas l'époque. Aujourd'hui, il me semble qu'on a un peu évolué et que le PECS est un outil abouti, évident, Makaton aussi, ABA évidemment, et puis on parle même aussi de l'autorégulation comme soutien de pédagogie pour les enseignants aujourd'hui. J'apprends qu'il n'y a que 20 écoles en France qui utilisent l'autorégulation. Donc, c'est très peu, mais quand même, on peut sûrement aujourd'hui avoir des souhaits et des perspectives par rapport à ça. Voilà. Sur l'autorégulation, vous mettez le doigt, si j'ose dire, sur un truc qui m'intéresse vivement. Moi, je vais vous dire très clairement, pourtant je prétends être informé, particulièrement sur l'autisme, mais on est comme qu'on n'est jamais vraiment complètement informé. C'est il y a 1 an et demi que pour la première fois, j'ai entendu parler de l'autorégulation. J'allais vous dire, enfin, je vais vous dire comment, c'est presque, enfin, c'est pas anecdotique, mais presque. C'est en travaillant sur un projet d'UMA, pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt de l'agence sur une UMA, j'ai sollicité une collègue qui travaille dans les Landes et qui m'a parlé de ce qu'elle était en même temps, au-delà du travail, du soutien qu'elle nous a apporté dans sa présentation de cet appel à manifestation d'intérêt, elle m'a effectivement parlé de ce travail d'autorégulation que j'ai trouvé absolument passionnant, mais que je ne connaissais pas. Alors, j'ai laissé Frédéric Mam arriver quand même, puisqu'il est là seulement depuis le 1er septembre, mais on en a déjà parlé, vous et moi, vous vous en souvenez, on s'est dit qu'on allait quand même décaler un peu dans le temps, puis en plus, la circonstance soit un petit peu compliquée à plein de niveaux, comme on le sait tous, mais c'est vrai que l'idée de mettre en place, il me semble que l'autorégulation, effectivement, me semble être un outil, comment dire, un outil qui complétera le panel de ce qu'on propose. Oui, c'est autre chose. C'est un outil complémentaire qui permet d'accompagner des enfants et de faire en sorte que, oui, ils soient en capacité peut-être de gérer, peut-être de manière plus autonome, mais avec un accompagnement. Ça ne s'invente pas non plus. Concernant la formation sur PECS et d'autres choses en Makaton, depuis de mémoire fin 2018, nous avons fait des formations croisées, c'est-à-dire des formations avec des professionnels et des parents au sein de la même formation. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu travailler pour que ça se fasse, mais j'allais dire, voilà, je pense qu'on en recueille les fruits. C'est certainement pas une panacée non plus, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra refaire. Je pense qu'il y a un vrai partage aussi, qui pour moi renvoie au partage qui se fait dans le cadre des respi. Moi, la chose que j'ai retenue à l'époque où j'étais en lieu et place de Monsieur Mam des respi, c'était effectivement le fait que les parents nous identifient complètement différemment. C'est-à-dire qu'on n'est plus, comme le disait très bien, je crois que c'est Madame Burlier dans le film, on n'est pas tout puissant non plus. On a des situations où on est dans l'impasse aussi. Et le fait qu'on puisse se retrouver
et j'allais presque dire faire alliance autour de cette impasse nous permet d'en sortir peut-être, justement. Frédéric, je vous en prie, à compléter. Il y a pas... Allez-y, je vous en prie, si vous voulez compléter pour répondre sur ce que j'ai dit. Oui, alors effectivement, Makaton, PEX et tous ces systèmes de langage augmentés, augmentés ou alternatifs, je ne sais plus, augmentés, fonctionnent plutôt pas mal et sont utilisés par l'équipe éducative sans difficulté. Là, pour le coup, on peut dire effectivement que ça a fait son entrée dans le milieu médico-social, c'est bien installé. Mais moi, la difficulté que je constate comme ça en arrivant sur le site, c'est la profusion des outils. Et en fait, on se retrouve avec plein d'intervenants qui utilisent chacun son outil. Et on a un jeune qui est au milieu et qui doit jongler entre un peu des pictos, un peu des photos, des parents qui utilisent plutôt ci, plutôt ça. Mais voilà. Et la grosse question pour moi, c'est comment réussir à réguler ça, comment effectivement, peut-être que ça passe par la formation des parents, avec une formation conjointe, éducateurs et parents, pour qu'on adapte un outil qui soit ensuite répandu à la fois sur l'école et sur tous les intervenants, mais que ce soit les parents qui soient détenteurs de cette info-là et qui maîtrisent ça pour leur enfant, quoi. Parce que nous, de notre place de CESAD, on a beau être coordinateur, si les collègues ne veulent pas en entendre parler, si les partenaires ne veulent pas en entendre parler, ils ne le feront pas. Bonsoir, je vais me permettre Oui, d'intervenir Julie, à allez-y, ce allez-y, je vous en sujet. prie. Du coup, je suis Julie Boulet, coordonnatrice au CESAD. C'est justement le constat qu'on fait actuellement là, des différents supports de communication. Et c'est vrai que c'est un gros travail de déjà se coordonner en interne entre professionnels qui interviennent dans le cadre du CESAD et avec la multiplicité des intervenants pour tous ces jeunes sans solution qui ont beaucoup de différents intervenants. Donc, on est en ce moment justement en train de se rapprocher, enfin, on est déjà proche des partenaires, mais encore plus vraiment dans les outils de communication, qu'on ait au moins les mêmes outils. Après, l'approche peut différer en fonction de l'accompagnement proposé et de le proposer aussi à la famille, parce que dans votre exemple, c'était les familles qui insistaient auprès des professionnels. Nous, on peut être confrontés aussi à l'inverse, où les professionnels mettent en place des supports. J'ai envie de dire, une fois qu'ils seront coordonnés, ce sera déjà une bonne chose pour bien démarrer. Mais des fois, c'est les familles qui peuvent être plus réticentes à utiliser ces supports de communication parce qu'elles peuvent nous renvoyer que eux, elles, de leur place, comprennent leur enfant et n'en voient pas toujours l'utilité dans leur quotidien. Donc, ça rejoint tout le travail aussi avec les familles de décontextualiser du domicile et de voir que leurs enfants, quand ils pourront avoir une orientation peut-être plus pérenne, d'avoir leur outil de communication pourront les aider après dans les différents lieux de vie plus tard pour faire des demandes, exprimer leurs émotions et leurs éventuelles douleurs. Voilà, donc il y a un gros travail en effet entre partenaires et avec la famille dans l'intérêt de l'enfant et qu'il puisse lui s'exprimer à sa façon. Oui, merci. Je savais bien qu'on allait arriver à cette question de la coordination des outils et de s'emparer des mêmes pictogrammes, mais je pense en effet que s'il y a des réunions qui peuvent expliquer ça dans l'intérêt de l'enfant, pour moi, il faut absolument le faire parce que ces enfants-là sont anxiogènes, ils veulent savoir ce qui se passe avant pour être préparés et tout ce qui est préparé à l'avance se passe mieux sur le moment. Donc, c'est un jeu le but, c'est la réussite, que ce qu'ils ont que l'emploi du temps se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que ça rajoute une nouvelle donnée, c'est l'école. L'école, il y a les parents, il y a le CESAD, mais il y a aussi l'école. Donc, l'école, je pense que l'autisme est relativement nouveau, en effet, dans les écoles, le spectre étant tellement large qu'eux aussi, ils attendent, nous on voit dans le Loiret, ils attendent, ils s'adossent évidemment au médico-social et du coup, ils attendent tous ces nouveaux outils de la part du médico-social. Donc, je pense en effet que le CESAD au milieu a un grand rôle à jouer. Moi, il y a une difficulté, mais je vais la pointer un peu vite, mais peut-être que je la vois un peu moins. Enfin, je dirais que ça peut être l'occasion d'un débat, peut-être, mais moi, j'aime bien ce que vient de dire Christine Gaillard sur le fait que l'école attende. Après, parfois, j'ai le sentiment, c'est peut-être un peu polémique, mais comme je
comme je viens de l'éducation nationale, je peux m'autoriser à l'être, j'ai l'impression que parfois l'éducation nationale, elle attend les outils, mais de manière un peu comme si on était des prestataires. Or, il me semble que l'enjeu, en tout cas c'est comme ça moi que je l'imagine, mais je ne sais pas comment vous le formalisez, c'est véritablement dans une co-construction autour d'une situation et pas simplement arriver dans une prestation de service. Je ne sais pas si Frédéric, si vous y êtes confronté dans le cadre des ESS, comment ça se trame actuellement pour vous? Alors moi, je ne viens pas de l'éducation nationale, c'est même un territoire qui… Nul n'est parfait. Voilà. Alors, j'étais en ESS ce midi, là, justement, pour la situation d'un jeune qui était assez difficile à saisir et à accompagner. Et je trouve que les ULIS, enfin en tout cas, la majorité des enseignants ne sont déjà pas formés au KPI. Donc, ça pose un peu le cadre déjà. Ils ont une connaissance du handicap qui est toute approximative. Et j'ai vu cette année, en même temps que moi, je prenais mon poste, mais moi, j'avais eu l'avantage de l'avoir choisi et d'être préparé à l'idée. Eux ont eu connaissance de leur poste dans les 3 jours qui ont précédé la rentrée scolaire. Donc, ça laisse quand même peu de temps pour se former au handicap, à l'autisme et aux attendus pédagogiques d'une classe ULIS. Voilà. Donc, toutes ces réserves mises à part sur l'organisation de l'éducation nationale, les ULIS fonctionnent quand même pas mal. Je trouve qu'il y a une organisation qui est… alors, pour les TSA, qui est quand même particulière, qui ne fonctionne pas comme une ULIS standard, je dirais, mais qui en tout cas a réussi à trouver un équilibre avec le temps de présence des enfants, avec les accompagnateurs adultes présents sur la classe, que je trouve assez intéressant et qui est assez riche finalement, qui respecte et le rythme de l'enfant et l'organisation scolaire, je trouve. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Je suis même pas sûr de me souvenir de la question qui était posée au départ. Oui, moi, c'est ce que je pensais aussi, qu'on peut dissocier les dispositifs ULIS et qu'avec aussi la présence des éducateurs du CESAD, même des fois il y a du turnover d'enseignants, des gens pas forcément formés, il y a une continuité avec la présence des éducateurs qui peuvent aider à remettre en place tous ces supports, les emplois du temps par pictogramme, séquencer la journée. Donc, je trouve qu'au niveau des dispositifs ULIS, il y a du lien avec les partenaires grâce aux ESS, avec le CESAD, quand c'est des jeunes potentiellement qui peuvent être accompagnés par le CESAD. Après, c'est plus dans le milieu ordinaire où je pense qu'il y a du travail de sensibilisation à faire, voire plus, de formation. Voilà, j'ai en tête une ESS où on sent des difficultés de la part de professionnels d'entendre les réelles difficultés de l'enfant liées à son autisme. Il y a des jeunes qui peuvent être en mesure d'être dans l'échange verbal, de passer un petit peu pour des jeunes dits ordinaires, mais ils ont des réelles difficultés vraiment propres à l'autisme qu'ils dépassent comme ils peuvent, ou ils trouvent des stratégies comme ils peuvent pour les dépasser dans le milieu ordinaire, mais il y a un moment, ils ont leurs limites et des fois, je trouve que ce n'est pas toujours bien entendu. Malgré la présence du CESAD, des parents, voilà, avec des fois un souhait des parents de vouloir beaucoup scolariser leur enfant. Et voilà, il y a vraiment cette envie de scolarité, mais des fois, il y a quand même la réalité de l'enfant et de ses difficultés. L'idée, comme vous le faites, Julie, de séparer effectivement les ULIS dans la réflexion, là, pour le coup, là, il me semble qu'au sein des ULIS, tels que je les ai connus et tels que j'en entends parler aujourd'hui, oui, on est vraiment dans une co-construction, ne serait-ce que par le fait qu'il y a un enseignant spécialisé, 2 mi-temps d'éducateurs spécialisés qui construisent ensemble le projet de la classe. Donc là, il y a une vraie co-construction. En tout cas, c'est comme ça que il me semble qu'une ULIS doit fonctionner. Par contre, et vous avez tout à fait raison, ma crainte était plutôt sur les dispositifs, on va dire, de droit commun, où effectivement la question de la prestation de service peut poser quand même un problème. Madame Guénaud, alors nous avons Madame Guénaud qui est responsable du service éducation loisirs au PEP 91, qui était enseignante et directrice d'école avant, j'allais dire dans le civil, non, je plaisante un peu, mais qui a fait une remarque sur le chat. Anne, vous voulez intervenir pour la faire en direct? Ce serait peut-être mieux encore. Oui, je allez-y, je vous en prie. J'enlève ma caméra parce que je ne vous excusez pas, allez-y, allez-y.
Oui, non, ce que je disais, c'est que par rapport à l'éducation nationale, il faudrait effectivement bien leur montrer que ces outils qui sont utilisés pour les jeunes autistes, mais pour plein d'autres enfants en situation de handicap, moi j'ai travaillé avec des enfants sourds, malentendants ou avec des TSL, c'était pareil, que ces outils peuvent être utiles à tous les enfants. Et nous, au PEP, on fait des formations sur l'accueil des enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs, enfin, voilà, principalement pour le périscolaire. Et en fait, on insiste là-dessus parce qu'effectivement, on n'aura pas forcément tous, ou dans notre classe, ou dans notre ACM, etc., un enfant autiste ou en situation de handicap. Mais cette formation, elle sera utile pour cet enfant-là, mais elle sera utile aussi pour tous les enfants et de toute la vie d'enseignant ou d'éducateur. Tout à fait, Voilà, vous avez raison. Voilà, on peut juste dire que, comment dire, c'est récent, oui, à l'échelle du temps qui passe, ça reste encore récent qu'on évoque l'intérêt pour les enfants tout venant, mais maintenant, depuis, on va dire, oui, plus de 5 ans, quasiment 10 ans, c'est quelque chose qu'on trouve maintenant réellement, et je crois que vous avez raison, il faut qu'on mette l'accent là-dessus pour montrer que l'intérêt n'est pas que pour l'enfant qui est accompagné ou pour les enfants accompagnés, moi, mais une c'est mère vrai que plus large. je milite fortement là-dessus. Moi, j'utilisais la langue des signes avec mes élèves en école maternelle, en petite section depuis longtemps. Et maintenant, c'est utilisé, enfin, pas la langue des signes, hein, le français ponctué de signes, parce que mes amis sourds me diraient non, c'est pas de la langue des signes. Mais le français ponctué de signes. Du français signé. Le français signé. Français ponctué de signes ou français signé. Ou même, voilà, et le langage parlé complété, ça demande un apprentissage un peu plus compliqué, mais le français signé, il y a plein d'enfants qui n'étaient absolument pas sourds ou malentendants et que ça a aidé énormément. Et je pense que, voilà, et c'est vrai pour toutes les techniques dont vous parliez tout à l'heure, que je maîtrise moins, mais qui sont sûrement aussi… Vous faites le lien avec, j'allais dire, l'histoire du CESAD. Anne, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans ce service, il y a eu pendant… au revoir Madame Huys, puisque vous êtes obligée de nous quitter. Il y a eu une enseignante qui était une enseignante bilingue, même si elle était là, elle ne dirait que non, Marie-Hélène Thomas, qui était donc bilingue français, langue des signes, et qui utilisait la langue des signes avec des enfants autistes et avec des résultats extrêmement intéressants. Je crois que ça renvoie à l'inscription corporelle d'une langue, et pour des enfants avec autisme, ça a des effets tout à fait intéressants. D'autres remarques, d'autres questions? Je rebondis sur Je le vous en prie, côté Julie, allez-y. on va dire, de choses qui paraissaient être pour du public handicapé jusqu'à présent. On voit l'émergence dans les crèches d'ouverture de salles snozélènes, de langage des signes. Donc, je pense que le message passe tout doucement, mais il passe un peu et je pense qu'il voit les bénéfices aussi pour les enfants. Langue des signes, pas langage. Langue des signes, pas langage. Langue. Pas de conflit là-dessus, il n'y a pas Des d'enjeu. petits signes, en tout cas, qui aident à l'expression des enfants qui n'en ont pas encore les moyens. Et des salles snozélènes aussi, et d'être au plus près du rythme des enfants et de leur évolution. Donc ça arrive doucement, il faut y croire. Eh bien, tout à fait, nous sommes là pour ça. Vous avez raison. Merci de cette remarque, Julie. D'autres remarques, d'autres questions? Moi, si je peux me permettre encore d'intervenir. Mais je vous en prie, Anne, allez-y. Il y a quelque chose aussi qui m'a vraiment interpellée dans le film, et je l'avais déjà noté quand je l'avais vu la première fois, c'est ce papa, alors peut-être que c'était le papa qui est là encore, ou l'autre papa qui mettait vraiment l'accent sur les séjours de répit et sur le temps de répit dont ils ont besoin. Et moi, je me dis qu'on en a déjà parlé, hein, Frédéric, effectivement, nous, PEP, on sait faire des séjours, on a toute l'infrastructure pour organiser des séjours, et on a les parents qui sont en demande. Donc, quand j'entends que tu dis, Frédéric, c'est compliqué parce qu'il faut accueillir les enfants, je dis, mais nous, on a un réservoir d'animateurs qui ne sont peut-être pas spécialisés, mais qui peuvent, avec un peu de formation dont vous saurez leur faire part, s'occuper d'enfants, etc. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir tous ensemble là, au niveau des PEP. Je lance un appel peut-être aussi, pas que à l'association, mais un peu plus large. Et je pense vraiment quelque chose à réfléchir là-dessus pour faire ces propositions aux familles de temps de répit, que ce soit 1 heure le temps d'une réunion ou un week-end ou un séjour plus long.
je crois que c'est la question de la mise en synergie des compétences, on va dire SMS d'un côté et PEVLC de l'autre. Et je crois que c'est un des enjeux de notre réseau, mais je ne doute pas que nous arrivions à progresser là-dessus. Et là aussi, je dirais bien, comme Julie Boulet, il y a déjà des avancées qui ont été faites et il faut que nous avancions encore plus. D'autres questions, d'autres remarques? Je regarde sur le chat s'il y a quelque chose. Je vais encore prendre la parole, mais allez-y, je ne sais pas si on est là pour ça. personne, j'ai pas le nom, qui questionnait sur les ESP, les respi tout à l'heure, est toujours présente. J'ai vu qu'il y avait des départs, mais j'avais une toute petite suite à donner suite au respi. On parlait des ESP, donc entretien de suivi de projet, qui sont faits avant la respi pour recueillir les attentes des familles. Dans la procédure ordinaire hors Covid, donc on fait une ESP, une respi sur site, et ensuite, depuis la création du poste de coordonnateur de parcours, il y a la remise du projet individuel de l'enfant et des bilans qui est faite à domicile, donc avec le coordonnateur et un professionnel dit de terrain. Voilà, et donc on reprend aussi voilà, plus brièvement les accompagnements, mais aussi les objectifs. Et dans le projet, il y a une partie où on note, nous, ce qu'on a entendu des attentes de la famille. Donc, c'est écrit dans le projet de l'enfant. Et il y a une place à la fin du projet où les parents donc signent et peuvent à nouveau faire un commentaire ou d'éventuelles d'autres demandes qui n'auraient pas émergé en amont. Donc, il y a voilà, encore un contretemps après la respi où on peut revenir sur ce temps d'échange et voilà, poursuivre ou donner suite à la réflexion. Si je vous me permettez un trait d'humour, ce n'est pas un contretemps, c'est une succession de temps, et c'est extrêmement intéressant. On voit bien là comment le CESAD ménage et aménage à la fois une position qu'il élabore et en même temps qu'il a dans une logique, encore une fois, de co-construction avec les parents. Et vous venez de le rappeler et c'est tout à fait intéressant et passionnant. D'autres remarques, d'autres questions, Frédéric, d'autres points que vous souhaiteriez aborder peut-être? Alors, je sais pas, moi il y a une question, une situation qui me travaille. Je me dis qu'il faut qu'on puisse intervenir en tant qu'association sur cette question. C'est la situation des femmes auprès des enfants. Voilà, j'ai quand même été assez choqué, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas impressionné par la situation de ces mères qui, quand je suis allé les questionner sur la façon dont s'était passé le premier confinement en mars l'année dernière, m'expliquaient qu'elles étaient confinées dans le confinement et que, en fait, c'est une présence permanente auprès des enfants, que c'est généralement les mères qui portent ça et qu'il y a quand même beaucoup de situations de femmes isolées, de mères qui sont seules avec leurs enfants et qui doivent gérer toute la tendance derrière. Avec toutes les difficultés que ça pose en termes de revenus, en termes de déplacement, en termes d'organisation des vacances, de pouvoir ne serait-ce que penser à une vie professionnelle ou une vie sociale indépendante du domicile. Voilà, alors j'ai pas creusé la question. Voilà, j'ai discuté avec quelques mères, moi, qui m'ont vraiment impressionné par l'abnégation, le renoncement dont elles ont fait preuve pour pouvoir élever leurs enfants. Et il y a quelque chose à travailler de ce côté-là pour essayer de les soutenir et porter quelque chose. Anne, tu parlais de répit et je pense qu'il y a quelque chose à l'échelle d'une vie qu'il faut réfléchir en termes de répit. Vous faites le lien aussi, Frédéric, ça on ne l'avait pas préparé là, pour le coup, vous et moi, mais vous faites le lien, mais non, mais c'est très bien, vous faites le lien aussi avec des éléments d'histoire du CESAD. J'ai un souvenir, je parlais de l'enseignante tout à l'heure, qui intervenait, je crois que c'était dans une maison pour tous à Montgeron, avec un enfant kurde, et le fait qu'elle autiste, mais kurde, et la maman l'accompagnait, et cette maman, qui n'avait pas du tout de vie sociale du tout, peut-être pour d'autres raisons, là, n'était pas dans le confinement, hein, peut-être lié au déracinement, vraisemblablement, beaucoup, avait vu dans cette maison pour tous qu'il y avait des cours de cuisine, et au final, ça s'était soldé par le fait qu'elle-même venait donner des cours de cuisine kurde à d'autres mamans,
Donc, le fait que cet enfant, et on voit bien, enfin, c'est un truc moi, qui m'a vraiment marqué, que cet enfant soit accompagné dans un lieu social avait permis de resocialiser la maman. Ça ne suffit pas pour répondre à votre question, mais je pense que c'est des éléments comme ça qu'il faut travailler. Bien sûr que vous avez raison, je pense qu'il faudrait que nous travaillions, peut-être avec l'aide de la fédération aussi là-dessus, hein, sur cette question, ne serait-ce que de revenus de ces mamans, c'est évoqué, je crois, dans le film sur la question de l'accompagnement administratif. Je crois que c'est la maman de Yacine qui en parle. Et il y a des choses déjà qui sont faites, mais peut-être qu'effectivement, il y a des choses à penser parce que ces situations-là, j'allais dire, quotidiennes, dans le quotidien le plus immédiat, sont effectivement terribles. Donc, effectivement, on ne peut pas se contenter de le dire, quoi. Il faudrait que nous imaginions une stratégie et une action opérationnelle là-dessus. Vous avez complètement raison. Si je peux, je suis... Mais je vous en prie. Ben voilà, c'est pas grave. Si je peux intervenir, j'ai été un de mes enfants était en hôpital de jour, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, avec les parents, organiser des temps conviviaux, et ils avaient organisé un temps convivial autour de la cuisine, où les deux parents ou un des deux parents se joignait aux autres parents du groupe. Et dans ce groupe, il y avait des enfants autistes ou non autistes. Et je me souviens qu'au bout au bilan de cet atelier cuisine qui s'était déroulé sur quelques mois, une fois par mois, eh bien, l'équipe avait constaté du bon pour tout le monde. Autant les parents qui pouvaient échanger, et comme il y avait des parents de toutes les cultures, on avait décidé chaque mois de faire un tour de chacune des cultures, au niveau culinaire. Et même les enfants, moi, personnellement, je les avais vus évoluer. Il y avait un jeune autiste qui pouvait ouvrir la fenêtre et vouloir enjamber la fenêtre, qui pouvait jeter des couteaux au mur. Voilà, ça c'était plus traumatique, mais à la fin, cet enfant, il réussissait à s'asseoir, à manger et à ne plus avoir ce genre de comportement parce qu'il ressent énormément la bonne humeur et la convivialité. Et quand tout ça s'est réuni dans la même corbeille, et ben même les enfants, ils évoluent. Voilà, c'était juste mon expérience. Merci à vous, ça pourrait presque être une parole de conclusion. Comme vous voulez. Et oui, Sophie Dotaro le met sur le chat, hein, vous êtes le responsable de la communication de notre réseau. Effectivement, ça pourrait être les mots de conclusion. Je ne voudrais pas conclure trop vite si quelqu'un souhaite prendre la parole, mais je trouve qu'on pourrait s'en tenir sur ces mots-là qui sont quand même très porteurs. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose, prendre la parole? Je crois que le président des PEP 91 est toujours là. Monsieur Comte, tu peux peut-être dire un mot? Bon, alors moi, je suis toujours là. C'est vrai que cet établissement-là, au niveau de l'association, on l'a vu évoluer. Hein, ça fait quand même pas mal d'années que nous y sommes administrateurs. C'est un bel établissement et j'ai toujours eu l'impression qu'il était méconnu, que le travail qui s'y faisait n'était pas suffisamment connu. Et là, grâce à la fédération et aux rencontres, on a une superbe vitrine pour faire connaître ce travail qui est quand même un travail assez extraordinaire. Mais il me semble aussi que c'est ce qui devrait se faire dans tous les CESAD, en tout cas qui s'occupent d'autistes ou non. En tout cas, ce qui était remarquable dans le film, ce qui m'a touché énormément, c'est l'authenticité des paroles des parents. Et je voudrais répondre à ce monsieur, lui dire que oui, nous avons souhaité au niveau de l'association créer un CVS associatif. Je pense qu'on va essayer de le remettre sur pied, Jean-François, peut-être le plus vite possible. En visio, c'est pas extraordinaire, mais je crois qu'il faut quand même faire quelque chose, hein, même si ça ne nous convient pas. En tout cas, bravo à l'équipe du CESAD, bravo aussi aux réalisateurs du film. Je pense que, comme je l'ai dit, je ne sais pas si ça peut se faire, mais il faudrait qu'on puisse glisser subrepticement ce petit film dans le dossier des appels à manifestation d'intérêt concernant les UEMA, auxquels nous allons répondre prochainement. Voilà. C'est pas bien, Monsieur le Président, de
de lire dans mes pensées. J'avais l'intention d'en parler dans le bureau ce soir, tu vois. Donc, comme quoi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous arrêtions là. Je vais vous redire, là, Sophie Dotaro le met sur le chat. Hein. N'oubliez pas de vous inscrire sur lesrencontrespep.org pour le forum social participatif du 8 et 9 avril. Et puis aussi, les fabriques, puisqu'il y a les fabriques, il y a aussi d'autres interventions, d'autres AD qui présentent leur travail. Donc, voilà, allons voir aussi, ça je le dis pour les collègues de l'Essonne, allons voir aussi ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y a des remarquables initiatives qui peuvent nous donner aussi des idées et des choses que nous pourrons décliner à notre façon dans le département. Frédéric, quelques mots pour conclure ou... Non, moi l'atelier cuisine me convient très très bien. J'adore manger, j'adore les grandes tables, donc on pourra faire ça avec grand plaisir. Je vous inviterai d'ailleurs, Madame Gaillard, si Monsieur G a vos coordonnées, on va essayer sans de monter problème. ça. Oui, sans on problème. partage les mêmes choses épicuriennes. Bravo. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir participé à cette fabrique. Merci encore une fois à Marianne Film. Et je pense qu'on n'en a pas fini de travailler avec vous parce qu'encore une fois, vraiment, la qualité de votre travail nous donne envie de continuer. Merci à vous. Merci à l'équipe du CESAD et merci à l'ensemble des participants qui étaient là. Pascal, je te redonne la main techniquement pour finir.